Bonjour Hervé Matou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Objectif Gare ce vendredi matin. On est ravis de vous accueillir. Je crois que vous faites un heureux. C'est vrai. Ce matin, c'est Corentin Corget, mon journaliste. Ça va, Corentin? Ça va très bien, mais très heureux d'avoir Monsieur Matou en plateau ici à Nîmes. Allez, Bonjour. Corentin, je vous laisse la parole. Vous nous expliquez déjà pourquoi Hervé Matou est avec nous ce matin. Et oui, Hervé Matou, journaliste sportif depuis 30 ans. Vous présentez, c'est les chiffres. Ça fait mal, ça. Mais depuis 15 ans, le Canal Football Club, évidemment, le rendez-vous incontournable des foot du dimanche soir sur Canal+. Et vous êtes à Nîmes parce que vous participez à la semaine de l'artisanat organisée par la Chambre des métiers de l'artisanat du Gard, où des personnalités se mettent dans la peau d'un artisan. Pourquoi avoir accepté de venir de la capitale jusqu'à Nîmes pour jouer les artisans d'un jour? Parce qu'on me l'a demandé déjà, et ensuite parce que je trouvais que c'était une belle idée. Parce que je trouve qu'on a... les artisans sont à côté de nous, divers, variés, ils ont beaucoup de compétences, et puis finalement, quand on en cherche un, quand on en trouve un de bon, on est content, mais voilà, on leur rend assez rarement hommage finalement, et voilà, je trouve que c'était une belle idée de mettre un peu Je crois que c'est votre projecteur grand-père sur eux. aussi, qui était Alors mon artisan. grand-père était artisan, il était tailleur de pierre au départ et ensuite tailleur de cheveux, donc il est devenu coiffeur. Et puis moi ça m'intéressait aussi alors très modestement sur quelques heures comme ça, mais de me mettre dans la peau d'un artisan. Il y a plein de questions que je me pose en fait sur l'artisanat. Là, il se trouve que j'ai choisi la boulangerie. Ben, moi, je suis assez fasciné quand je rentre dans une boulangerie. Je pense aux heures de labeur, la nuit, tout ce que le gars a fait, la variété de gâteaux, de viennoiseries, etc. Et j'avais envie de vivre un petit instant, voir ça. Est-ce qu'il y a un peu de pression de faire des croissants quand on a l'habitude de présenter des émissions en direct vues par des millions de gens? La pression, non, parce que si je les rate, il n'y a que moi qui les mangerai, donc c'est pas très grave, mais il y a de la curiosité en tout cas. Vous suivez bien évidemment le foot en général, Ça c'est m'arrive, votre métier. Vous présentez donc cette émission célèbre, on va y revenir le dimanche sur Canal+. On avait envie de vous poser une question parce que vous êtes à Nîmes, malheureusement sur l'actualité qui est pas très bonne pour le Nîmes Olympique, qui est en Ligue 1. Du coup, vous l'avez suivi forcément dans votre émission. Et aujourd'hui, c'est la 3e division, c'est le national. Est-ce que de Paris, on regarde un peu Nîmes Olympique? Et vous, quelle est votre appréciation de cette descente un peu aux enfers du club nîmois? Alors pour être honnête, on va le regarder de moins en moins, hein, parce que c'est vrai que cette descente nationale, c'est quand même... Même s'il y a une affiche de National sur Canal+. C'est vrai, le lundi soir. Ça va pas faire plaisir aux supporters, parce qu'il y a des chances que Nîmes fasse partie des clubs qui nous intéressent. Mais petite parenthèse, le national est un championnat très compliqué financièrement. Et il a la chance que Canal le finance en partie. Alors c'est vrai que je comprends que les supporters ne sont pas toujours contents que les matchs soient le lundi soir, mais sans l'apport droit télé de Canal, le championnat sera encore plus compliqué, et même son et sur Nîmes existence Olympique, même. quel est votre souvenir? Alors moi j'ai plein de souvenirs de Nîmes Olympique. Comme vous l'avez dit avec élégance, je suis très vieux, donc j'ai connu... Ça c'est Corentin qui l'a dit. Voilà, c'est ça. Moi je me serais pas permis. Non, je suis plus proche je sais en bien, âge. je sais bien. Donc j'ai connu moi Nîmes. Déjà quand j'étais gamin, Nîmes était en D1 hein, avec Landy dans les buts, Kabyle, tous ces Michel joueurs, Mézy, René Girard, la grande époque. Marguerite, je crois qu'il y avait Oui, Gilbert Marguerite, l'attaquant. Donc voilà, donc Boissier, enfin voilà, donc moi j'ai connu ça de loin parce qu'on suivait La D1 grande époque. de loin à l'époque, hein, mais c'était le Jambouin, je crois que c'est ça. C'est ça. Paraît-il, d'après les anciens, coupe-gorge. Et ensuite, ensuite C'est une légende. un peu disparu. Moi, j'ai commencé ma carrière. Nîmes était en D1 aussi, mais il était promu en D1 parce que la dernière fois que je suis venu à Nîmes, alors je suis revenu plusieurs fois après, mais notamment pour des matchs de Coupe d'Europe. Mais la première fois que je suis venu à Nîmes, dans la ville, faire un reportage, c'était avec Eric Cantona, donc ça ne nous rajeunit pas. Et Nîmes était promu, si je me souviens bien. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est une première période que j'ai connue. Ensuite, il y a eu la descente, la finale de Coupe de France, nationale, la remontée. J'avais le sentiment, comme plein de gens, que c'était reparti pour un tour, que Nîmes avait sa place, c'est une place à part quand même. Nîmes, c'est une terre de foot, quoi. Clairement, on le sent à tout moment. Et puis voilà, ça redégringole. Bon, je pense qu'ils vont remonter tôt ou tard, hein, mais c'est sûr que je comprends que c'est un peu la douche froide. Quoi, on vous confirme. Ouais, Concernant la Ligue 1, c'est là que vous avez aussi continué à suivre Nîmes Olympique, qui était, on le rappelle, il y a 3 saisons. Alors, il y a encore quelques matchs de Ligue 1 sur Canal, mais est-ce que la grande époque de la Ligue 1 sur Canal+ vous manque?
Vous avez raison de rappeler qu'il y a 2 matchs parce que les gens l'oublient parfois. Enfin, les abonnés de Canal ne l'oublient pas. On fait des audiences très importantes sur les matchs Notamment le samedi Ligue 1. soir. Voilà, on a un match le samedi soir, un match le dimanche en fin d'après-midi. Donc voilà, la Ligue 1, elle est toujours présente sur Canal, moins qu'à une période. Voilà, là, on va rentrer. C'est la dernière saison qui va démarrer du contrat actuel. On verra ce qui se passe. Et oui, l'appel d'offres est lancé au mois de septembre prochain. Ouais, Est-ce que vous pensez que Canal+ va se positionner? Je ne pense rien, je ne sais rien, personne ne sait. Franchement, je ne suis pas habilité à parler sur ces sujets, mais en plus, honnêtement, personne à mon niveau n'est au courant de la stratégie de Canal. Mais est-ce que dans l'émission, le Canal Football Club, est-ce que ça vous manque un peu, la Ligue 1? Fatalement, enfin, on en parle, mais on n'a pas les images, et c'est pas un choix de notre part de ne pas montrer d'image de Ligue 1, on ne peut plus le faire, donc... Le contrat est un peu bancal, mais il est comme ça. Après, on se réconforte assez aisément avec la Ligue des Champions. La Première Ligue aussi. La Première Ligue, mais sur la Ligue des Champions, qui est quand même très importante. Et qui marche très bien sur Canal+. Très bien. Hein. Très on a bonnes la audiences. finale samedi soir. Et elle est amenée à être de plus en plus importante à l'avenir. On a également là signé un contrat longue durée pour 5 ou 6 ans, avec l'intégralité et de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Donc... oui, en tout cas, c'est important. Ça veut pas dire le que foot sur Canal est toujours important. là, mais c'est le foot star sur Canal+. On peut le dire comme ça. Ouais, c'est la crème de la crème du football. C'est la crème, mais malgré tout, il y a plein de choses. Il y a aussi la nationale, il y a une volonté quand même. Il y a la D1 féminine également qui est très présente. Donc voilà, il y a une volonté aussi de couvrir un spectre assez large. Mais le produit phare reste les matchs de Ligue des Champions qu'on imagine attire. Aujourd'hui, c'est clair, que c'est ce qui marche très fort. On va dans le rétro, Corentin. Oui, parce qu'on parlait de Ligue des Champions. Ça va, dans le rétro aussi, vous avez présenté les soirées de Ligue des Champions sur Canal+ au début des années 2000. Vous avez travaillé avec beaucoup de grands journalistes, de tête d'affiche en tout cas dans le journalisme sportif français. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus particulièrement sur ces 30 ans? Je le rappelle, désolé. Ouais, déjà, merci du début de votre carrière. Moi, je pense que, franchement, c'est un peu comme c'est une question qu'on pose parfois à des joueurs sur les entraîneurs. Oui. Je pense qu'on se nourrit de tous les gens qu'on croise, qu'il faut prendre des choses positives, voire aussi s'inspirer des choses négatives en disant moi, je ne ferai pas comme ça. Et puis faire une synthèse personnelle et de là jaillit un style personnel. Si je réfléchis, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a influencé indirectement, c'est Roger Zabel, parce que quand j'ai commencé à TF1, c'était lui le présentateur un peu star. Et il m'a, je dirais, poussé vers quelque chose que j'avais déjà en moi, qui était une forme de distance quand même. Il y a des journalistes de sport qui sont la tête dans le guidon, supporters à fond. Il y a des gens qui ont un peu plus qui relativisent un peu plus. C'était le cas de Roger. Et je pense que c'est mon cas aussi. Donc c'était un peu ma tendance naturelle, mais il m'a influencé dans la manière de voir les choses, de garder du sourire, même quand ça perd. Je me vois pas, par exemple... comme certains journalistes sud-américains, ou même en France, on voit ça, être en larmes parce qu'une équipe française a perdu une finale. Quoi. Voilà, oui. Ça, c'est pas... C'est toujours une volonté, ou c'est votre caractère d'avoir toujours, c'est vrai, vous le dites, ce même caractère, garder toujours un recul que l'actu en fonction de ce qui se passe, et jamais être dans l'euphorie ou au contraire dans le... Alors ça veut pas dire que je suis insensible. Oui, parce qu'il y a eu des moments difficiles. On pense à un président célèbre qui n'est plus à la tête de l'équipe de Lyon, par exemple, mais Jean-Michel Aulas, il y a eu des moments en fin de match, quelquefois à l'antenne sur Canal, où il n'était pas content. C'est des moments difficiles aussi sur lesquels il faut garder... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre son... Enfin, faut pas... Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait poser les questions, voilà, et qu'en posant une question qui dérange, on aide finalement la personne, parce qu'on lui donne la possibilité aussi de répondre. Parce que c'est pas parce que vous ne posez pas la question que... Quand vous posez une question, généralement, c'est qu'il y a un non-dit, c'est que les gens en parlent, donc... c'est un cadeau, une question qui dérange, moi je trouve souvent. Donc voilà, moi je suis pour poser les questions, mais je suis pas spécialement... Je suis dans l'accueil, mais pas dans la connivence, entre guillemets. Voilà, je pense qu'il faut... Il faut pas oublier que c'est du foot et que c'est de la télé, et que parfois on a des problèmes techniques, par exemple. Il y a des gens qui partent dans des colères terribles, etc. Moi je dis toujours, oui, c'est toujours emmerdant qu'il y ait un problème technique, mais on a la chance de travailler dans un métier où quand il y a un problème technique, il n'y a pas 200 morts, quoi. Voilà, on pilote pas un avion, quoi. Donc exactement, c'est pas trop grave, quoi. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez nous raconter qui vous a marqué, que ça soit sur le Canal Football Club ou peut-être les émissions que vous avez pu faire avant, l'équipe du dimanche, même Téléfoot, on en a parlé, ou Jour de foot, qui vous a marqué? Je suis
super nul en anecdote. Merci d'être venu. Non, c'est pas ça, mais c'est que en fait, on me demande souvent c'est qui l'invité que tu as préféré, c'est qui l'émission que tu as préférée, est-ce que tu as une anecdote. C'est moi qui vais le rappeler, 30 ans de carrière. Heureusement qu'il y a plus de choses qu'une seule. Voilà, c'est trop compliqué pour moi de sortir un truc. Il y a eu des choses, effectivement, mais... Non, mais il y a voilà, quelque chose qui aurait pu vous passer par la tête. Vous parliez du président Aulas, par exemple. Il a fait partie quand on a créé le CFC. En 2008. En 2008. Il a fait partie des premiers invités, dans les 10 premiers, on va dire. Et c'est vrai qu'on avait fait un sujet... un peu piquant, on va dire, sur lui. Et moi, j'étais persuadé, avec un peu de naïveté, certainement, qu'il allait venir en rigolant de lui-même, enfin voilà, avec en de étant l'autodérision. Et manifestement, le sujet lui a pas plu du tout, puisqu'il a quitté le plateau pendant le sujet. Alors, super. Heureusement, le sujet durait 4-5 minutes. Donc, on lui a couru après, on l'a ramené sur le plateau, et bon, bref, il est revenu, et on a terminé l'émission presque comme si rien n'était. On voyait bien qu'il y avait un peu de tension. Mais l'effet un peu déridant du sujet n'avait pas fonctionné. Oui, Voilà. il était peut-être plus premier degré. Canal Football Club, vous en parliez, ça a démarré en 2008. Ça continue la saison prochaine? Bien sûr. C'est une émission qui. Les nouveaux consultants vont arriver autour de la table. Pour l'instant, c'est en discussion. On n'en est pas Rien là. n'est complètement arrêté. Ouais, on n'en est pas là. On termine la saison. Oui. On a le Elle n'est pas finie. Ligue des Champions, émission le CFC dimanche, le lendemain de la Ligue des Champions. Et après, on aura un petit moment pour réfléchir autour de table à ce qu'on change, ce qu'on ne change pas. Sachant que le CFC, c'est un gros paquebot. Et oui. Il faut à la fois changer des choses, parce que si vous ne changez rien, au bout d'un moment, les trucs s'essoufflent. Mais vous êtes obligé de faire pour garder l'image du gros paquebot, des virages un peu lents. Voilà, c'est par petites touches qu'on change l'émission. Et oui, parce qu'on a habitué les téléspectateurs. 2 dernières questions, Corentin. Oui, justement, sur votre métier de présentateur, on le voit avec les réseaux sociaux, surtout sur une émission qui cartonne comme la vôtre. Le moindre geste, la moindre phrase, c'est de suite sur Twitter. Ça peut faire un buzz rapide. Est-ce que ça rajoute, vous voyez l'évolution de votre métier, est-ce que ça rajoute de la pression maintenant de se dire j'ai plus le droit à l'erreur et qu'en une seconde, tout ce qu'on a fait avant peut être balayé et basculé? Est-ce que vous le prenez en compte dans la manière de faire votre métier? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un effet loop qui est totalement... Enfin, il faut savoir comprendre que c'est qu'un effet loop et qui n'a aucun sens en fait. Oui, parce que Twitter, c'est pas la vraie vie. Hein. Globalement, Twitter, c'est à 80% des gens qui dessoudent les autres en fait. Et, vous éloignez de ça ou Ouais, je lis plus les commentaires, très peu. Enfin, vraiment, je m'en éloigne parce que parfois vous allez recevoir 20 personnes qui vous disent un truc. Vous allez avoir l'impression d'un raz-de-marée et quand vous vous rappelez que vous avez, je ne sais plus combien, 150 000 ou 200 000 personnes qui vous suivent, 20 personnes, c'est rien en fait. Et en fait, entre le ressenti Twitter sur toutes les choses de la vie, allez voir un film, pas que le foot, spectacle, n'importe quoi, vous allez avoir un ressenti qui n'a rien à voir et qui peut éventuellement vous influencer en une sorte d'autocensure, parce qu'en gros, selon les gens de Twitter voient des scandales partout. Quoi que vous disiez, vous dites il fait beau aujourd'hui, c'est un scandale parce qu'il fait pas beau chez eux. Enfin voilà. Donc en fait, si vous commencez à vous autocensurer parce que vous lisez les commentaires comme ça, ça devient nocif pour votre créativité. Vous n'osez plus rien en fait. Dès que vous sortirez d'une émission, il y a toujours des commentaires, des réactions. Voilà, en fait, ça peut tuer la créativité parce que tous les gens qui prennent un risque, parce que aussi on peut prendre un risque, dire un truc, tiens ça. Ou qui prennent une position, n'importe quoi, ça vous renvoie l'idée que vous êtes complètement trompé, que c'était nul, etc. Et la majorité silencieuse, elle est inaudible. En tout cas, ça ne vous bloque pas, voilà, vous n'avez pas forcément ça en tête. Je m'en protège. D'accord. Non, une question aussi sur la question de l'égalité homme-femme, on en parle beaucoup, et notamment dans le journalisme sportif. Est-ce que vous avez le sentiment que ça évolue dans le bon sens ? Bien sûr, ça évolue. Alors, il y a des années de rattrapage, mais ça évolue assez rapidement. Regardez les émissions sur Canal. On faisait le point il y a quelques années. Alors, ça a un peu bougé depuis parce qu'il y a eu des départs. Mais il y a 2 ans, par exemple, sur toutes les émissions sur Canal Premium de sport, il y en avait 6. Il y en avait 5 qui étaient présentées par des femmes. Donc, ça bouge. Maintenant, ce qui est important, c'est que ça ne bouge pas de manière artificielle où on met une fille parce que c'est une fille qui est présente. Il faut que ça bouge en profondeur sur les journalistes reporters d'images, les rédactrices.
On fait bouger les choses Sur à toutes Canal. les strates, oui. Voilà, nous, on a aujourd'hui Anne-Laure Salvatico qui commente les matchs. On a des filles que les gens ne voient pas, mais qui sont des reporters. Le Grand Prix de Canal, on fait chaque année un Grand Prix ouvert aux écoles de journalisme. Ça fait sur les 5 dernières années, il y a eu 3 filles qui l'ont gagné. Donc voilà. Même vous étiez sur la coprésentation presque sur le Canal. Oui, effectivement. Mais en fait, voilà, je pense que ce qui est important, c'est que ça bouge dans les rédactions. Oui, pas uniquement en image. Voilà. Après, je pense pas qu'on puisse arriver en 1 an ou en 2 ans à une égalité parfaite. Parce que tout simplement, c'est mathématique. Aujourd'hui, moi, si on reçoit 100 CV, il y a 90 garçons, 10 filles. Donc si on dit il faut 5 garçons, 6 filles, ça veut dire qu'on prend une fille sur 2 et un garçon sur 90. Donc, voilà. Mais Donc, ça crée de l'inégalité, là aussi. Une toute dernière question pour terminer. Une toute dernière question, presque par amusement, on a envie de vous poser. Vous êtes à Nîmes et encore une fois, on est ravis de vous accueillir sur Objectif Gare. Si on vous dit Paris ou Marseille? C'est une question qu'on me pose très souvent. Et je prends pour un bon signe qu'au bout de 30 ans, on me la pose encore. Ni l'un ni l'autre. Mais vraiment, ni l'un ni l'autre. Clermont. Je sais, voilà, Clermont. Voilà, Nîmes ou Nîmes? Bah non, excusez-moi, mais je suis de Clermont. Donc voilà, le club qui me fait vibrer, c'est Clermont parce que c'est ma ville. Je serais de Nîmes, ce serait Nîmes. Mais je pense que et encore une fois, même quand je traite Clermont, je défie quiconque en regardant les émissions en plus on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, en Ligue des Champions encore moins, oui. Mais de savoir, parce que j'ai ça dans ma nature, quoi, d'essayer d'être honnête, et surtout je trouve que les rivalités, j'aime pas cette injonction au choix. Je trouve que les rivalités, elles enrichissent. C'est parce qu'on a Paris, parce qu'on a Marseille, que c'est intéressant, parce que ces deux clubs charrient des valeurs et des idées totalement différentes, que c'est intéressant. Je suis étonné que vous ne me posiez pas Nîmes ou Montpellier, mais voilà, on a besoin de ça. Non, parce qu'on a déjà la réponse. C'est la même, voilà. Voilà, nourrissons-nous de ces différences, et c'est ce qui fait la richesse d'un championnat. Merci beaucoup Hervé Matou d'avoir été encore une fois avec nous. Ce matin, on va rappeler que vous êtes là dans le cadre de la semaine de l'artisanat, une opération qui est mise en place par les chambres de métiers dans toute la France et particulièrement dans le Gard. Mes croissants seront en vente demain matin. Non, c'est pas vrai. Mais nous, on va les goûter. On va les déguster. On va les goûter. On vous en garde un. Promis, on viendra les goûter. Pas de souci. Merci Hervé Matou. Avec plaisir.